Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire Caneco, nouvelle C1500, points clés et améliorations. Aujourd'hui, ce sont Stéphane Baudran et Younes Nadir qui nous font l'honneur de nous présenter le contenu de ce webinaire. Stéphane Baudran est notre responsable et expert en dimensionnement électrique et en référence normative. Il est au sein d'Alpi, désormais étape, depuis avril 2003. Il dispose d'une solide expérience en support technique et en formation des utilisateurs sur les logiciels de CAO électrique. Younes Nadir est notre chef produit Caneco BT. Il est ingénieur en électrotechnique de formation et a rejoint l'équipe Alpi, désormais étape, en 2017. Son expertise porte principalement sur le dimensionnement et les calculs électriques basse tension. Un rappel des objectifs pédagogiques clés de ce webinaire. Donc, vous aurez droit à, premièrement, un rappel du périmètre, du calendrier et des enjeux par Stéphane. Deuxièmement, les principales modifications et évolutions sur le dimensionnement des installations électriques, toujours par Stéphane. Et enfin, troisièmement, des cas pratiques, à savoir comment Caneco BT intègre ces nouveautés pour simplifier vos études. Et cette fois, c'est Younes qui se chargera de cette troisième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire. Nous tâcherons d'y répondre le plus rapidement possible. Si ce n'est pas pendant l'événement, car vous êtes très nombreux à vous connecter aujourd'hui, nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible par email. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin du webinaire, ne vous inquiétez pas, vous recevrez un lien vers l'enregistrement de cette présentation dès demain. Vous allez également recevoir un certificat de participation qui vous sera envoyé par étape webinar. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Stéphane et je vous souhaite un bon webinaire. Je suis Stéphane Baudran et c'est avec moi que vous allez commencer cette première partie. Donc, cette révision s'inscrit dans une logique de modernisation et d'harmonisation. Ça fait plus de 20 ans, en fait, avec la version précédente et la norme se devait d'intégrer les nouveaux usages tels que les bornes de recharge, le stockage, la gestion énergétique et bien d'autres, hein, ne serait-ce que des nouvelles technologies. On s'aligne désormais sur la structure européenne, qui est donc le HD 60364, mais on intègre malgré tout, et on garde surtout, des spécificités françaises, hein, qui sont bien sûr conservées et qui gardent un petit peu le contexte de cette norme française. L'objectif reste le même, assurer la sécurité tout en rendant la conception plus claire et cohérente pour tout le monde. Autre changement important, le découpage. En fait, on quitte une norme unique, donc un monolithe de 1300 pages, pour une série de 21 documents indépendants. Et j'insiste sur le terme indépendant. Ça permet de faciliter des mises à jour beaucoup plus ciblées, mais ça a aussi un pendant. Ça suppose à tout le monde de bien identifier la partie concernée par vos études. Donc, vous avez toujours la possibilité d'avoir la partie exigence générale, qui regroupe les titres 1 à 6, et de pouvoir adapter en fait votre périmètre normatif en fonction de vos différentes activités. Voilà. Et chaque norme pourra évoluer selon un calendrier complètement différent et dissocié à chacun. Deuxième partie, donc les principales évolutions normatives. On va passer maintenant du pourquoi au comment. Je vais balayer les changements qui touchent directement vos dimensionnements. Certains folios seront simplement signalés par un petit pictogramme en haut à droite, ce qui veut dire qu'en fait, on y reviendra un petit peu plus en détail dans la partie cas pratique qui vous sera présentée par Younes. Les premières évolutions concernent la sécurité des personnes et la réaction au feu des câbles. Les valeurs de tension TBTS et DBTP évoluent, la notion de classe 2 est clarifiée et les euroclasses deviennent désormais une référence. Tout ça s'inscrit dans une traduction de la logique européenne, à savoir performance au feu et limitation des fumées. Voilà. La partie 443, donc c'est une grosse partie assez présente au niveau de la norme, introduit un renforcement des exigences sur les canalisations et les conducteurs préfabriqués, en particulier sur la tenue au court-circuit. On doit désormais vérifier deux valeurs, l'ICW, donc qui est le courant de tenue assigné de courte durée, qui correspond à la valeur efficace du courant relatif à un essai en court-circuit.
pendant une seconde généralement, sans ouverture des protections, à laquelle l'ensemble peut résister sans dommage dans des conditions bien sûr spécifiées. Pour tout ce qui est ICR et ICW, tout ça, il y a des choses qui sont déjà faites dans Kaneko BT, donc on n'en parlera pas. Concernant les matériels et les câbles, cette diapo illustre l'un des changements les plus visibles de la version 5.2, hein, la refonte du tableau des câbles. À gauche, vous avez l'ancienne présentation, on y trouvait les câbles par famille, mais sans précision sur les normes produits ni les performances au feu. Désormais, avec la version 2024, chaque câble est maintenant rattaché explicitement à sa norme de fabrication, donc la NF 32322, 32311, hein, qui sont des normes spécifiques, ce qui supprime toute ambiguïté et qui permet donc de pouvoir un petit peu classifier ces câbles et de voir si on peut les appliquer dans le domaine de la NFC 1500. Vous avez également une classification minimale de réaction au feu qui est mentionnée. On parle ici des Euroclasses, hein, donc ça rapproche la France du cadre européen et ça facilite les prescriptions pour les bâtiments soumis à des exigences incendie. Attention, hein, les exigences normatives sont toujours au niveau priorité en deçà des exigences réglementaires. Hein. Si jamais à un moment vous avez des modifications ou des installations un petit peu particulières, le réglementaire prévaut toujours sur le normatif. Et enfin, de nouveaux types de câbles qui sont intégrés dans un nouveau catalogue de câbles qui vous sera disponible prochainement. La mise à disposition de ces matériels par les câbliers devrait s'étendre sur une période plus ou moins longue. Donc, on essaye un petit peu de se caler sur leur calendrier. Néanmoins, si vous avez des demandes qui pourraient s'inscrire dans ce cadre, n'hésitez pas à nous les remonter par les canaux de communication usuels ou via votre interlocuteur étape. Transition avec les modes de pause. Alors, on a un petit peu de chance avec la NFC 1500, hein, il y a des choses qui ont été relativement adoucies et vous avez en fait l'ancienne numérotation qui côtoie la nouvelle. Plusieurs modes de pause ont été renommés, hein, ce n'est pas qu'un libellé. Vos habitudes et votre méthodologie devront être remis en question puisque beaucoup de choses ont été revues au niveau de ces modes de pause et donc il est important de vérifier avec cette mise à jour que vos coefficients appliqués ne soient pas erronés ou hors sujet puisque justement le cadre a changé. Les méthodes de référence sont les méthodes d'installation pour lesquelles la capacité de transport de courant a été déterminée par essai ou par calcul. La norme NFC 1500, comme la CEI 60354, définit 10 méthodes d'installation différentes. Vous allez avoir donc des variations d'indices, hein, mais attention, ces variations d'indices de 1 à 2 ne sont en aucun lien à rattacher avec l'IEC, même s'ils s'en rapprochent beaucoup. Donc ne faites pas l'amalgame. En IEC, la différenciation porte sur la notion de construction, alors que la NFC 1500 introduit généralement d'autres variables. Pour faire un petit cas pratique, dans l'IEC 364, l'indice 1 et 2 distinguent la constitution, donc c'est-à-dire la nature physique du câble. L'indice 1 concerne des conducteurs isolés dans un conduit, l'indice 2 des câbles multiconducteurs. Donc, la notion d'indice que vous pourriez avoir avec la NFC 1500 est un petit peu différente et sera reprise un petit peu plus en détail dans la partie cas pratique juste après. Ici, la norme introduit une nouvelle variable appelée V. Alors, elle est un petit peu mal nommée puisqu'en fait, elle concerne plus d'une hauteur, hein, vous le verrez un petit peu après, mais cette variable est spécifique aux canalisations placées dans les vides de construction ou noyées dans le bâti. L'idée, c'est de mieux prendre en compte l'influence de l'environnement sur le courant admissible d'IZ. Vous avez tous en tête qu'un câble noyé dans le béton ou placé dans un vide technique ne dissipe pas la chaleur de la même façon qu'un câble posé à l'air libre. Concrètement, la norme fournit désormais des coefficients de correction spécifiques pour ces situations. Alors, en cas concret, à quoi ça peut conduire? À un IZ plus faible, généralement, et donc à une section supérieure à prévoir, si le mode de pause n'est pas optimisé. Ce changement, en fait, est en lien avec deux pratiques. Hein. Il se rapproche donc de la pratique française via les modèles européens qui sont dictés donc, par l'IEC 60364, mais aussi il permet d'évaluer plus justement la réalité thermique des installations encastrées ou noyées.
On reverra tout à l'heure donc un exemple chiffré dans CanecoBT pour visualiser l'impact de cette nouvelle variable V et puis donc vous donner un petit peu plus d'indications chiffrées sur les différences que vous pourriez avoir vis-à-vis de ce nouveau mode de pause. Jusqu'à présent, nous pouvions appliquer une tolérance de 5% sur les courants admissibles pour tous les modes de pause. Désormais, ce n'est plus le cas. La NFC 1500 restreint cette tolérance pour les pauses les plus thermiquement sensibles. Excusez-moi si éventuellement c'est pas correctement rédigé, mais notamment les nappes enterrées et les faisceaux aériens, afin de garantir le respect strict des limites de température des câbles. Cette température et cette tolérance vous sera un petit peu aussi représentée un petit peu plus loin par Younes, qui vous montrera un petit peu l'incidence que ça peut avoir sur ces modes de pause un peu particuliers. Concernant le traitement des taux d'harmonique, donc ça, vous avez en fait à l'écran l'ancien et le nouveau tableau, hein, donc pas de changement particulier, hein, si ce n'est que vu que le neutre est toujours dimensionné selon la présence des harmoniques, avec la notion de plus la distorsion est forte, plus la section du neutre doit être reconsidérée. Mais désormais, vous avez un passage de 3 à 4 cas, pas de changement significatif au-delà de 33%, si ce n'est un coefficient qui évolue un petit peu. Mais par contre, une refonte importante du calcul du courant dans le neutre a été apportée pour les cas au-delà de 33%. Ces points seront illustrés tout à l'heure dans les exemples de CanecoBT. Si toutefois vous avez des questions supplémentaires, le chat est à votre disposition, parce que malheureusement la norme ne définit encore pas les critères de taux d'harmonique pour chacun des circuits que vous pourriez utiliser. Donc ce n'est qu'une application et un reflet en fait de ce que vous pourriez avoir sur le terrain. La mesure de taux d'harmonique et l'estimation est encore dans les mains des concepteurs et des installateurs pour pouvoir justement dimensionner au mieux leurs installations. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous laisse la main avec Younes, qui va vous développer plusieurs des points que je vous ai présentés. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Alors moi, donc c'est Younes Nadir, donc chef de produit, comme ça a été présenté au départ. Alors, avant de rentrer dans le détail, c'est donc un point. Toutes ces évolutions normatives que vous venez de découvrir avec Stéphane sont également disponibles sous une forme condensée dans une infographie récapitulative. Vous pouvez la demander donc directement à votre interlocuteur commercial. C'est un bon support pour garder en tête les principaux changements de la NFC 1500 et leurs impacts sur vos études. De mon côté, donc, je vous propose maintenant de voir comment tout cela se traduit concrètement dans CanecoBT à travers 4 ou 5 cas, si le temps le permet, qui illustrent les principaux changements introduits par la nouvelle édition de la norme. Alors, comme Stéphane l'a expliqué tout à l'heure, le premier changement visible dans cette nouvelle édition, ce sont bien sûr les nouveaux modes de pause. Alors, il ne s'agit pas simplement d'un changement de numérotation ou de convention d'appellation pour que ce soit homogène avec la norme européenne ou internationale. C'est en réalité un changement structurel qui aura un impact direct sur vos études et vos dimensionnements. Alors, d'abord, il va falloir bien sûr s'habituer à ces nouveaux numéros, mais ça, je pense, ça viendra naturellement avec la pratique. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les courants admissibles ont été revus et donc, pour un même mode de pause et dans les mêmes conditions d'installation, le résultat des calculs de section peut changer. Voyons maintenant comment CanecoBT gère donc tous ces nouveaux cas. On va distinguer deux situations. Premier cas, vous avez déjà commencé votre étude avec l'ancienne édition de la norme, et pour une raison ou une autre, vous souhaitez passer à la nouvelle version, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, vous démarrez directement une nouvelle étude sur la version 2024. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne sur CanecoBT? Alors ici, je double-clique pour donc ça c'est un exemple d'étude en ancienne norme. Je double-clique sur la source pour éditer. Donc ma source, pour ceux qui connaissent Caneco, donc c'est ici qu'on va déterminer c'est là où on choisit la norme, d'accord? Donc ici,
Par exemple, là, je me mets en ancienne norme. Donc, par exemple, ici, je me mets au mode 61, valide, calcul après. Et là, par exemple, je choisis le mode de pause ici, alors que vous connaissez sur chemin de câble 13. Après, rapidement, deux autres mots de pause, juste que vous voyez comment c'est traité aujourd'hui avec Kaneko quand on bascule à la nouvelle norme. Par exemple, ici, prenons le mode de pause, par exemple, 11, câble fixé au mur. Je valide. Et par exemple, pour celui-là, prenons l'exemple du mode de pause, par exemple, le 12, donc sur chemin de câble non perforé. Je m'arrête là, juste pour vous montrer le principe. Maintenant, je décide par exemple de basculer vers la nouvelle norme. D'accord? Donc là, je me mets sur la nouvelle norme 2024, je valide. Donc là, vous voyez que le mode de pause a été mis à jour automatiquement. Donc le 61 maintenant, il passe à 71 automatiquement. D'accord? On va voir la même chose hein, pour les autres. Donc je valide ici. Je valide mon choix. Ici, rappelez-vous, donc j'avais choisi un mode de pause, c'était le mode de pause 13, donc chemin de câble perforé. Là, automatiquement, ça passe à 31. Le 31, c'est le mode de pause équivalent dans la nouvelle édition de la norme. D'accord? La même chose, hein, donc pour faire plusieurs exemples, mais vous avez compris le principe. Là, vous avez le Kaneko, dès que vous basculez vers la nouvelle édition, il fait le mapping automatique. Donc là, le mode de pause qui était donc le 11, là, ça passe automatiquement à 20. D'accord? Pareil pour l'autre, donc c'était 12 ici sur le deuxième départ, et ça passe à 30, c'est le chemin de câble non perforé. Alors ça c'est un cas, ça veut dire j'ai fait mon étude à l'ancienne norme, je bascule sur la nouvelle édition de la norme, là tous les modes de pause vont être mis, donc vont basculer automatiquement. Le deuxième cas, donc je démarre un nouveau projet directement avec la nouvelle norme. Si donc je valide, je mets bien sûr puissance ici. Alors là par défaut, donc ça donc on vous propose toujours les modes de pause les plus utilisés. Ici donc le mode de pause donc sur chemin de câble perforé. Maintenant vous décidez de changer de mode de pause, bien sûr. Donc ça change pas. Vous avez toujours la petite flèche hein, qui va énumérer, donc il va vous donner tous les numéros de mode de pause avec un descriptif donc réduit. En plus, le plus de que je voulais vous montrer, c'est que vous avez donc ici, bien sûr, un tableau avec les numéros de mode de pause, un petit dessin et la description détaillée. Mais en plus, on a mis à votre disposition ici un tableau, d'accord, qui fait la correspondance entre ancien mode de pause et nouveau mode de pause. Donc, comme ça vous permet en fait de vous, voilà, de vous retrouver rapidement et pour vous aider donc à vous repérer facilement, d'accord? Maintenant, euh, on va parler d'un autre changement important. Et comme l'a dit tout à l'heure donc Stéphane, c'est l'application de la tolérance sur les courants admissibles IZ. Donc ici, vous voyez donc les modes de pause concernés par cette nouvelle disposition. Il s'agit du mode de pause 31, 32, 34, 35, qui correspondent aux méthodes E et F, et ainsi que les modes de pause 72 et 73. Pour ces modes de pause, la tolérance de 5% sur le courant admissible n'est plus autorisée. Bah, concrètement, cela signifie que si votre courant admissible IZ est inférieur, ne serait-ce que d'un ampère par rapport à la valeur requise, bah, vous devrez passer à la section de câble immédiatement supérieure pour rester conforme. Attention, cependant, il y a une nuance importante à connaître. Pour les modes de pause 31, 32 et 34, cette suppression de nos applications de la tolérance ne concerne que les pauses en nappe. En revanche, si vos câbles sont câbles multiconducteurs ou monoconducteurs disposés en trèfle,
là, la tolérance reste applicable. Donc, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça donne sur Calico. Valide. Donc là, je vais chercher donc un exemple qui va montrer vraiment donc cette partie tolérance. Donc ici, je commence par un premier exemple. Donc là, j'ai le mot de pause 31, donc parmi les mots de pause qui sont plus concernés normalement par la tolérance. Là, j'ai un câble unipolaire. Alors, jointif, il faut comprendre unipolaire, donc on nappe et jointif. Donc, on est dans le cas où on ne devrait pas, que la tolérance n'est plus applicable. D'accord? Je bouton droit, je relance mon calcul. Et là, donc on voit ici donc clairement sur le rapport, ici, donc le mode de pause en bas là, le mode de pause choisi n'est pas éligible à la tolérance de 5%. D'accord? Je le vois ici dans la partie résultat ici, à droite. Je vois que la section théorique, normalement pour le 50, vous savez qu'en réalité c'est pas 50, hein, c'est 47. Maintenant, je dépasse donc de très peu, on va dire, la section, et malgré ça, il me propose pas 50, il passe à une section supérieure parce que il n'y a plus de tolérance pour ce mode de pause avec ce type de câble. On va essayer de voir la même chose, mais à un changement près. Donc ici, je suis toujours sur le mode de pause 31, donc chemin de câble perforé. Par contre, le câble, la pause, il est en trèfle ici. D'accord? Je relance mon calcul. Je suis dans les mêmes conditions donc, que l'autre circuit. Et là, on peut le voir tout de suite dans la fenêtre des résultats. La section théorique, donc, ici, elle est de 50, donc je suis supérieur à 50. Malgré ça, Calicom propose un câble de 50 mm². Ça veut dire que, forcément, c'est grâce à la tolérance que j'ai 50 mm². D'accord? Alors, un dernier exemple, avant de passer à la suite, je voulais vous montrer un cas très particulier. Donc là, pour la méthode D2, donc qui concerne les modes de pause 72 et 73, prenons l'exemple d'un PR3 avec la section 70 mm². Donc rappelez-vous, donc on a un IZ de 188 ampères. D'accord? Alors, ici, regardez l'impact qu'a l'application ou non de la tolérance. Je vais mettre exactement la valeur de mon IZ. Pour ceux qui connaissent Caneco, donc pour ne pas être embêté par le réglage thermique, donc je mets thermique en aval pour qu'il prenne exactement cette valeur. Tous les coefficients sont à 1. Comme ça, mon courant, le courant IB fictif, le prime Z, il est exactement cette valeur. Je calcule. Ici, j'ai exactement la section théorique 70 mm², et donc je passe toujours avec du 70, ça c'est bon, pas de problème. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais rajouter un seul ampère. Je passe à 189. Je lance mon calcul. Et là, le câble passe à 95. Ça veut dire tout simplement que pour ce mode de pause, la tolérance n'est plus appliquée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à 1 ampère près, là, j'augmente de section. OK? Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il faut retenir de ces deux exemples. Calico BT, vous l'avez vu, il fait tout le travail pour vous. Donc, vous n'avez rien à paramétrer, que ce soit pour les modes de pause, que ce soit pour cette application de la tolérance 5%. Simplement, gardez à l'esprit que les courants admissibles ont été revus et que l'application de la tolérance de 5% a changé. C'est donc tout à fait normal si vous constatez des écarts de résultats entre l'ancienne et la nouvelle norme. D'accord? Alors, on poursuit avec une autre évolution importante concernant les modes de pause liés au vide de construction. Comme vous pouvez le voir ici, il y a désormais une nouvelle notion dimensionnelle introduite par les modes de pause liés au vide de construction. Ces nouveaux paramètres vont concerner donc principalement les modes de pause 40, 41 jusqu'à 47 et le mode de pause 54. Alors,
Et là, donc, vous avez un exemple là, concret avec le mode de pose 40. Ce mode de pose peut relever soit de la méthode B1, soit de la méthode B2, selon la valeur du rapport entre la hauteur du vide, noté V, et le diamètre du câble, noté D. Si ce rapport vide sur D est supérieur à 5, on applique la méthode B1. Si le rapport est inférieur à 5, on est dans la méthode B2. Du point de vue donc électrique, c'est assez logique. Plus la hauteur du vide est grande, plus la dissipation thermique est efficace. Et donc, les conditions sont favorables au passage du courant. À l'inverse, un vide faible signifie que le câble est plus confiné. Donc, la chaleur circule moins bien et cela entraîne un échauffement plus important. C'est pourquoi, pour un même câble, la méthode B1 donnera des résultats optimaux alors que la méthode B2 conduit à un déclassement des intensités admissibles. Donc, ce choix entre B1 et B2, il n'est pas anodin. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, l'écart sur les courants admissibles peut aller jusqu'à 17% selon les cas. Et bien sûr, même un écart plus faible peut modifier le résultat des calculs de la section. C'est pour cela que cette nouvelle notion V, vide de construction, a un impact direct sur le dimensionnement et qu'il faut en tenir compte dès la conception. D'accord? Maintenant, avant de voir un exemple sur Caneco, juste un petit point d'attention. Certains modes de pose liés au vide de construction peuvent également impliquer la présence de conduits. Dans ce cas, le diamètre à prendre en compte n'est pas celui du câble, mais bien celui du conduit. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne sur Caneco? Donc, de la même façon, on va voir un exemple qui montre la différence de calcul entre le même circuit mais dans deux méthodes différentes. Donc, je clique ici sur mon premier circuit à gauche pour l'éditer. Alors là, c'est bien sur le mode de pose 40. D'accord? Donc là, je suis sur le mode de pose 40. Donc, câble dans le vide de construction, méthode B1. OK? Donc, la console, tous les coefficients sont à 1 pour qu'on puisse faire une comparaison, donc, on va dire, correcte. Donc là, je reforce le recalcul. Là, vous voyez que j'ai un résultat de 95 mm². D'accord? Maintenant, j'ai le même circuit ici, donc les mêmes données d'entrée. Le seul paramètre donc qui va changer, c'est la pose. Donc ici, je suis toujours 40, mais avec la méthode B2. Okay? Et là, je relance mon calcul. Là, vous voyez bien que j'ai pas du tout le même résultat. Donc, B1 et B2 ne vont pas donner le même résultat. B2, donc forcément, il est plus défavorable. Donc, ça va donner un résultat une section plus grande. Donc, pour conclure sur cette partie, je voudrais insister sur un point très important. Le choix entre B1 et B2 ne doit pas être pris à la légère, car il dépend directement de la hauteur réelle du vide de construction. Donc, à l'écoBT, on a vu que le logiciel vous laisse faire le choix vous-même, justement parce qu'il ne connaît pas les conditions réelles du chantier, et c'est là que réside le principal risque. C'est à l'étude. Vous partez sur B1 en supposant que le vide est suffisant, mais que sur site, la pose ne respecte pas cette hauteur, alors le résultat de calcul n'est plus valable. Donc le bureau de contrôle pourra le constater et vous risquez d'avoir à revoir le calcul ou même reprendre la pose. Donc avec tout cela, ce que cela implique en termes de coût, de délai. Donc le message à retenir ici, si la hauteur du vide n'est pas garantie, partez plutôt sur B2 ou bien documentez clairement cette hypothèse dans votre note de calcul. Pour que tout le monde, que bureau d'études, installateur, bureau de contrôle, parle le même langage. Passons maintenant au mode de pose de type tablette qui introduisent de nouvelles notions dimensionnelles dans la norme. Pour ces modes, il faut désormais prendre en compte le nombre de tablettes ou d'échelles de câbles, ainsi que l'interdistance entre ces tablettes. Donc, vous savez, pour que ceux qui utilisent déjà la tablette, avant, on n'avait pas cette notion de tablette. On avait le nombre de couches, mais on n'avait pas la notion de nombre de tablettes. D'accord? Cette distance maintenant avoir un impact direct sur le coefficient de proximité. Il faut distinguer deux situations. Premier cas, l'interdistance entre les tablettes est respectée, c'est-à-dire supérieure ou égale à 300 mm² pour la pose horizontale. Dans ce cas, on applique les coefficients de correction directement depuis le tableau que vous voyez.
Par exemple, ici, dans cette pose, enfin, c'est la deuxième ligne pour 2 tablettes. Et puis, on a 5 circuits en tout. Donc, comme on n'a pas le numéro 5, le nombre de circuits, on prend le 6 et donc, on récupère directement donc coefficient 0,73 pour ce cas. D'accord? Maintenant, voyons le deuxième cas, celui où la distance entre les tablettes n'est pas respectée. On parle ici donc d'une distance inférieure à 300 mm, enfin 30 cm, ce qui est fréquent dans certaines installations compactes. Dans ce cas, la norme considère que les tablettes ne sont plus suffisamment espacées pour assurer une bonne dissipation thermique. Cela a un impact direct sur le calcul car il faudra appliquer un mode de pause équivalent. Alors, dans cette situation, la norme nous indique la marche à suivre. Il faut considérer que, dans ce cas, il faut considérer qu'il y a autant de couches que de tablettes, comme vous le voyez sur le schéma. Autrement dit, on empile les circuits comme s'ils étaient sur un même plan thermique. Et pour déterminer le coefficient de correction, on prend le coefficient correspond à une seule tablette, dans le tableau de tout à l'heure, c'est-à-dire la première ligne du tableau, et on le multiplie par le coefficient associé au nombre de couches réelles. Cela revient donc à combiner l'effet de proximité et le manque de ventilation entre tablettes. Maintenant, ici donc sur cette diapo, on peut bien visualiser l'impact concret du respect ou non de la distance entre les tablettes. Dans le premier cas, lorsque la distance était supérieure ou égale à 300, donc on lit directement le coefficient dans le tableau. Donc c'était 0,73, que vous voyez ici donc en vert. Dans le deuxième cas, où la distance n'est pas respectée, on applique la méthode donc combinée. On prend d'abord le coefficient pour une seule tablette avec 4 circuits supplémentaires, donc soit 0,76, que l'on multiplie par le coefficient associé au nombre de couches, ici 0,8 pour deux couches. Donc on obtient donc un coefficient global de 0,61, ce qui représente quand même une différence d'environ 12% par rapport au premier cas. Et comme vous le savez, une baisse de 12% sur le courant admissible pour conduire à une section de câble supérieure pour rester conforme à la norme. Donc, ça donne quoi sur Kaneko? Alors, je commence par le cas, donc qu'on vient de voir directement sur la présentation. Ici, j'ai le mode de pause, donc 1. Alors, au niveau de la proximité, donc, je clique sur les 3 points, ici. D'habitude, donc, vous allez avoir notre tablette, donc, par défaut, vous serez à 1. Il faut le mettre à 2, c'est notre cas réel. Donc, nous avons 2 tablettes. Et j'ai, donc, en tout, sur le schéma, on avait 5 circuits. Ça veut dire que les circuits supplémentaires, c'est 4. Donc, plus le mien, ça fait 5. Et donc là, résultat, j'ai un coefficient de proximité de 0,73, comme on l'a vu sur la présentation. Donc là, ce calcul, j'ai un résultat de 120 mm² en termes de section pour le câble. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, prenons les mêmes données de mon circuit. Il y a un seul paramètre qu'on va toucher. Donc là, ce sont les mêmes données. Donc, je clique sur les 3 points pour aller sur le facteur de proximité ou le facteur de groupement. La seule différence ici, c'est que je décoche distance respectée. Ça veut dire que la distance maintenant, elle n'est pas respectée. Et le résultat, c'est quoi le coefficient résultant? C'est 0,61. C'est 0,76 fois 0,8, ça donne 0,61. En termes de calcul, ça donne quoi? Je lance mon calcul. Là, j'ai un câble de 150 mm². Donc là, je passe de 120 à 150 mm². Dans d'autres circonstances, avec plus de câbles, peut-être plus de tablettes, on aurait pu même passer de 2 crans de section. Donc, vous voyez bien que l'impact, il est vraiment réel entre le choix, est-ce que la distance est respectée ou pas. Deuxième cas, toujours sur cette partie, nombre de tablettes et l'interdistance en tablettes, est-ce qu'il est respecté ou pas. Là, c'est toujours sur le mode de pause 31. Et là, j'ai un type de câble unipolaire, donc monoconducteur, pose en trèfle. D'accord? Je vais sur la partie proximité. Alors, là, je mets pas de circuit supplémentaire. Je le fais simple. Je mets juste comme quoi j'ai 2 tablettes. D'accord? Le coefficient correspondant à FOV, donc ça c'est ce sont des tableaux qui sont maintenant que vous avez sur la norme, c'est 0.
97. Je valide, je lance mon calcul. Résultat, j'ai un câble de 95 mm². Alors, dans les mêmes conditions, on va le voir ensemble, je vais changer pareil. Je touche un seul paramètre. J'ai les mêmes données, d'accord? Même mode de pose, même type de câble, même console. Je vais toucher seulement côté proximité. Et de la même façon, je décoche distance respectée. Ça veut dire que là, la distance, il n'est pas respectée. Et donc, résultat, je passe de 0,97, je passe à 0,80. D'accord? Maintenant, le résultat, sur le calcul, là, je passe de 95 à 150 mm². Ça veut dire que j'augmente la section de 2 crans. Ce que je veux dire par ces exemples, donc là aussi, je voudrais attirer vraiment votre attention sur parce que ce cas qui est vraiment très fréquent dans la pratique. Le concepteur, donc vous, dans vos études, vous partez souvent du principe que l'interdistance entre les tablettes est respectée. Par exemple, les 300 mm indiqués dans la norme. Le calcul, donc, est fait dans cette hypothèse. Le facteur de correction appliqué est celui donc du cas conforme avec une bonne dissipation thermique. Mais sur le chantier, si le chef de chantier ou l'installateur, hein, celui qui fait la pose, n'a pas été sensibilisé à cette notion, il peut très bien poser les tablettes sans respecter cette distance. Et là, lors du contrôle de conformité, le bureau de contrôle peut constater que la pose réelle ne correspond pas à l'hypothèse du calcul. Donc, résultat, le calcul n'est plus valide, le projet n'est plus conforme, et dans le pire des cas, il faut refaire la pose avec les coûts et les retards que cela implique. Donc, c'est vraiment un point de vigilance important. Pensez à transmettre clairement cette exigence aux équipes de chantier ou dans vos notes de calcul hein, pour éviter ce genre de situation. Alors, est-ce qu'on a du coup temps? Alors rapidement, donc là malheureusement, je vais voir le temps, ça va très vite. On va parler, mais vraiment très rapidement des harmoniques parce que je pense, hein, d'ailleurs, hein, on va vous demander si vous avez donc peut-être des sujets qui vous intéressent. Ce sera peut-être un des sujets l'harmonique pour le traiter en détail. Donc là, je vais en parler, mais très très rapidement. Comme l'a dit tout à l'heure donc Stéphane, là vous avez donc les deux tableaux, l'ancien et le nouveau. Donc les nouveautés, donc c'est que maintenant on a 4 plages au lieu de 3. Donc la troisième plage a été scindée en 2. Donc le supérieur 33 maintenant on a 33 et 45 et la quatrième c'est supérieur à 45. Pour la première plage, pas de changement, donc pas la peine d'en parler. Donc si vous avez des harmoniques inférieures à 15, il n'y a rien qui change, c'est comme avant, d'accord? Pour la deuxième plage, ça veut dire entre 15 et 33. Alors, le changement mineur, hein, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est le changement mineur, c'est entre l'ancienne et la nouvelle norme. Il n'y a pas de changement. Le seul changement, c'est qu'avant, le coefficient correcteur hein, neutre chargé était de 0,84, maintenant il passe à 0,86. Par contre, entre la plage 1 et la plage 2, c'est énorme. Quand quand on divise par 0,86 comme facteur de correction, on passe parfois donc du simple au double hein, au niveau de la section. Donc attention. Pourquoi je vous parle de ça avant donc de passer à la suite, c'est que il y a une phrase maintenant de la norme qui dit en absence d'information, il faut considérer que vous avez des harmoniques entre 15 et 33. Comment est-ce qu'on l'a interprété aujourd'hui sur Kaneko? C'est que quand vous créez un nouveau circuit sur Kaneko, automatiquement Kaneko il va vous mettre dans cette plage. Attention s'il vous plaît, dorénavant c'est entre 15 et 33. Ça veut dire si vous êtes sûr que vous n'avez pas d'harmonique, remettez le taux d'harmonique inférieur à 15. Sinon, les calculs vont être entre 15 et 33. Et bien sûr, donc vous savez, vous faites entre 15 et 33 alors que ça devait être moins 15, donc vous allez surdimensionner. Ou le contraire, hein, vous mettez entre 15 et 33 alors que vous avez beaucoup d'harmoniques, il faut passer à entre 33 et 45, bah, le résultat n'est pas le même. C'est vraiment vérifier, s'il vous plaît, que les harmoniques. Donc, par rapport à ça, et ça, le principe n'a pas changé sur Kaneko, c'est à vous de déterminer donc le taux d'harmonique. Kaneko, il va pas pouvoir donc vous proposer le taux d'harmonique, sauf cette nouvelle règle, on va dire, on va toujours vous proposer maintenant par défaut la deuxième plage. Ce n'est plus comme avant. Donc, c'est pas inférieur à 15, c'est entre 15 et 33.
Ça, c'est le troisième. Donc là, il y a quand même des changements majeurs, mais comme on a dit, on va peut-être consacrer un webinaire rien que pour cette partie harmonique parce qu'il y a pas mal d'informations à voir. Et pour aller plus loin donc sur ce sujet, et surtout pour maîtriser l'application de la norme dans vos études Caneco-BT, nous proposons plusieurs formations dédiées à la NFC 1500 et à sa mise en œuvre pratique dans le logiciel. Voici un aperçu de 3 formations parmi les plus demandées et une mise à niveau de la version, donc de la nouvelle version de la norme, une journée, une formation complète sur la conception d'installation BT conforme à la NFC 1500 et donc au DF C15 500. Et enfin, une formation Caneco-BT pour apprendre à exploiter le logiciel dans un contexte normatif. Ces formations donc vont vous permettre de relier la théorie à la pratique et de gagner en autonomie et en confiance, et surtout de sécuriser vos études face aux évolutions normatives. Alors, bien sûr, là, il ne s'agit que d'un échantillon, d'accord? Donc, si vous souhaitez connaître la liste complète de nos formations ou obtenir un programme détaillé, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial. Alors là tout de suite, s'il vous plaît, donc je vous invite, donc on va vous mettre donc 3 petites questions. Donc prenez s'il vous plaît le temps du open. Donc ça permettra justement, comme j'ai dit, donc de préparer peut-être le prochain webinaire et surtout. Et après aussi donc les questions, n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, vous avez donc une rubrique pour cette partie questions. Donc là, donc on va vous lancer. Donc je pense que là vous avez donc les sondages. Et on va commencer à regarder donc ensemble donc, des questions qu'on va prendre pour répondre. Donc Stéphane, donc tout à l'heure, enfin, moi et Stéphane, ça dépendra des questions. On va commencer à répondre à quelques questions. Là, je pense que vous avez la premier sondage, première question. Donc là, je vous laisse le temps donc de répondre à ces petites questions avant de répondre aux questions par rapport au webinaire aussi. Moi, je ne le vois pas sur mon écran, mais je pense que là, vous êtes sur la deuxième question. Et après, je pense, de mémoire, il y a une troisième question où justement on compte sur vous pour le donner, si vous avez donc s'il y a des sujets qui vous intéressent, ça peut être donc d'autres sujets sur Canico BT ou d'autres logiciels, donc de la suite Canico ou de l'ensemble de nos logiciels, étapes, Canico Electrical, Canico BIM, si Electrical, si Electrical Expert. Je te laisse peut-être Fred passer à la troisième question, peut-être. Ah d'accord, ouais. Moi j'étais sur une ancienne version où vous demandez donc de mettre ce que vous voulez. Je pense que là c'est encore plus simple. On va mettre une liste de choix. Après, même dans les questions, donc dans les questions, si vous voulez approfondir un autre sujet, donc vous pouvez les mettre sous forme de questions aussi. Donc d'accord. Là vous avez, si vous voulez une présentation, donc de la haute tension avec le logiciel étape, l'arc flash.
ou bien la partie donc photovoltaïque avec notre nouveau logiciel Caneco Electrical. La partie harmonique, comme je l'ai dit, comme vous avez vu, donc on n'a pas le temps de tout traiter, donc ça peut être un sujet qu'on traitera sur un webinaire dédié pour les harmoniques et la partie IRVE. Ou sinon, il y a aussi cette partie export. Je sais que beaucoup de nos clients donc demandent si qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, avec quoi on peut communiquer, au moins avec l'écosystème étape. Donc, Caneco BT vers SI, Caneco BT vers étape, Caneco BT vers Rhapsody, et ainsi de suite. Sinon, je sais pas, Stéphane, si tu veux prendre la main, si tu veux commencer déjà à répondre. Je sais que tu as déjà commencé à répondre à des questions directement sur le chat. À moins que tu veux, c'est une question qui est récurrente, que tu veux donc, répondre oralement, tu as la main. Du coup, Stéphane est occupé à répondre aux questions qui ont été posées sur le chat. Par Et écrit, c'est un peu compliqué. Oui, il y a beaucoup de questions. Vous avez été très nombreux à vous connecter à ce webinaire. Donc, on a énormément de questions à traiter. Quoi qu'il en soit, si jamais vos questions ne trouvent pas réponse pendant cette session, ne vous inquiétez pas, vous serez recontacté. Justement, j'allais te poser cette question, Fred, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans ce cas. Est-ce que donc, voilà, on envoie des questions comme ça, en même temps que le replay, ou non, c'est au cas par cas, c'est ça? Bah, après, ils seront recontactés individuellement, oui, par leur D'accord. contact responsable commercial. Ok, très bien. Parfait. Voilà. Ok, merci. Bah, du coup, je te laisse peut-être conclure, Fred. Bah, écoutez, merci beaucoup de vous être joint à nous pour ce nouveau webinaire sur la nouvelle norme 1500. C'est 1500. On espère que vous avez trouvé cette présentation utile. Et puis donc, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur commercial si vous avez des questions concernant la documentation à disposition ou la mise à jour de votre logiciel vers la dernière version qui prend en charge la nouvelle norme. Encore merci de votre présence et puis passez une bonne journée. Merci, au revoir.